Le sort de Montertelot a de tout temps été intimement lié à la rivière Loust. Si des meuniers, papetiers et autres tanneurs ont exercé leur savoir-faire en utilisant l'eau comme force motrice, c'est grâce à la rivière. Le petit bourg a connu son temps d'effervescence avec l'apparition de la navigation. De nos jours, cela reste également d'actualité avec le tourisme fluvial entre avril et octobre et avec les nombreux promeneurs qui viennent s'oxygéner, notamment le week-end, sur le chemin de halage, sans oublier les nombreux pêcheurs qui pratiquent leur sport favori sur ce site très apprécié. Le canal de Nantes à Brest est un canal à petit gabarit dont la longueur est pratiquement de 400 km. Il emprunte 8 rivières et 237 écluses jalonnent son parcours et délimitent ainsi autant de biefs. La commune de Montertelot est située à cheval sur les biefs numéros 28 et 29. Lorsqu'il est question de canal, tout de suite le nom de Napoléon vient à l'esprit. Napoléon Ier est à l'origine de son creusement, mais l'inauguration fut faite par Napoléon III. Mais qui en a eu l'idée ? D'abord, il faut revenir en 560, lorsque Félix, l'évêque de Nantes, fit remonter le niveau de l'Erdre par un système d'écluses afin d'y faire passer les bateaux. Une portion de canal de Nantes porte d'ailleurs le nom de canal Saint-Félix. Puis, entre 1659 et 1661, ce sont des travaux entrepris sur la rivière Loust par des marchands de Malétroit et de Redon qui permirent de faire passer des chalands sur cette partie de rivière. Sous l'Ancien Régime, le comte de Kersozon étudie la possibilité de creusement des canaux de Bretagne. En 1804, l'ingénieur Boissel est désigné par Napoléon Bonaparte pour étudier la faisabilité de navigation intérieure du canal de Nantes à Brest. Les travaux de creusement, ou du moins d'aménagement de la rivière Oust pour la rendre navigable, ont été réalisés pour le secteur de Montertelot entre 1822 et 1836. Mais avant d'entreprendre un aussi vaste chantier, il faut bien répartir les rôles, partager le travail entre les différents intervenants. Cela fut fait en 1804 par une correspondance émanant du conseiller d'État crété au ministère de l'Intérieur. Le 6 juin 1804, l'ingénieur Boissel rédige, à Pontivy, un compte-rendu destiné au préfet du Morbihan, indiquant que la première reconnaissance de la direction du canal de Nantes à Brest est presque terminée. Mais, entre le projet et la réalisation, il peut s'écouler beaucoup de temps. L'ingénieur Boissel avait bien tenté de faire activer la mise en route des travaux en se rendant personnellement à Paris. Mais, hélas, il fallut attendre assez longtemps. En 1820, le directeur des ponts et chaussées Becquet remet au roi Louis XVIII un rapport sur les voies navigables en France. Il souhaite en créer 10 000 km avant 1840, mais l'État manque d'argent pour mener à bien un aussi grand projet et préfère opter pour des concessions qu'il accorde en 1821 et 1822. Deux banquiers parisiens, Dominique André et François Cotier, créent en 1821 la compagnie André et Cotier. Elle obtient 4 concessions: canal de Nantes à Brest, canal du Nivernais, canal du Berry et canal latéral à la Loire. La compagnie André et Cotier fusionne ses intérêts avec messieurs Hagerman et Audier pour devenir la compagnie des 4 canaux. Cette dernière se transforme en société anonyme en 1823 et des actions sont cotées en bourse. C'est donc une société privée qui va gérer la voie navigable intérieure du canal de Nantes à Brest. À partir de quand le canal redeviendra propriété de l'État ? Il n'y a pas de réponse ici. Dans un souci de réduire le coût du transport, il a été demandé aux ingénieurs des ponts et chaussées de choisir les sites d'approvisionnement en matériaux au plus près du chantier. Les pierres en provenance de la carrière Legras, choisies parce qu'elles se situent à 5 km en moyenne des points d'utilisation, s'avèrent très vite être de mauvaise qualité. Il faut rechercher de nouveaux sites d'approvisionnement. Les pierres viendront désormais de Bignan, Lisieux, Cruguel, Buléon, Billiot, Saint-Aubin et de Ferreux. Au début, la chaux hydraulique arrive de Brest. Elle est mélangée à du ciment de Nantes. Mais en 1825,
l'ingénieur chargé du canal découvre qu'il est possible de s'approvisionner à Pont-Réan, au sud de Rennes. Le nombre approximatif d'ouvriers employés sur le chantier en mars 1828 serait de 400. On peut aussi en déduire que cette main-d'œuvre est saisonnière, voire partiellement locale, et a un autre travail à côté. Il est à peu près certain que les très nombreux cultivateurs locaux, dont les fermes se limitaient à quelques hectares, ont, hors période de travaux intenses, profité de cette manne que représentait le chantier pour se faire un peu d'argent. On peut aussi remarquer qu'il n'est pas question de bagnards ou autres prisonniers de droit commun qui, eux, ont été utilisés dans le secteur de Glomel et celui du Bout du Bois entre Redon et Nantes. Le 28 février 1832, l'élève ingénieur de première classe Lefort déclara avoir visité en détail tous les ouvrages des sieurs Laurent et Dardel, entre le pont du Roc-Saint-André et Caradec, et les reconnaît comme conformes. Ainsi s'achèvent les gros travaux entrepris pour rendre la rivière Oust navigable. Les travaux exécutés à Montertelot s'élevaient à 141 193 francs et 9 centimes, soit environ 8% du coût global du chantier. Mis à part 200 mètres environ au niveau de ce qui est devenu, à la suite de ces travaux, l'île du Crévy, il s'est agi dans notre secteur d'intervenir sur le lit de la rivière pour la rendre navigable et non pas de créer un canal artificiel. Ainsi, entre Montertelot et l'écluse de Blon, pas moins de 4093 mètres cubes de déblais ont été extraits du fond de la rivière. Cela représente une couche variante de 25 cm à 1,05 m de terre à retirer. Mais il reste tout de même quelques aménagements à faire. Parmi les constructions accessoires figure une pêcherie à établir dans la chaussée de Montertelot et la construction d'un pont de halage sur la rivière Le Nignan. Ils seront exécutés par l'entreprise des frères Robert en 1836, ce qui laisse à supposer que la navigation entre Redon et Josselin ne s'est pas faite avant cette date. Pourquoi ne pas en profiter pour dire 2 mots sur les ponts qui enjambent le canal? Eugène Milon, chef des chantiers lors de la construction de la Tour Eiffel, fut chargé par la société Eiffel de diriger d'importants travaux publics dans le Morbihan. C'est lui qui pilota notamment la construction des ponts franchissant le canal de Nantes à Brest sur la ligne de chemin de fer entre Questembert et Pleuhermel. Ces ponts, tout en acier et assemblés à l'aide de rivets posés à chaud, ont été utilisés pour la première fois en 1885. Il s'agissait des ponts de la Bagotet, celui du Hingleuf, sur la commune de La Chapelle-Carreau, et celui des Deux Rivières, situé en amont de Montertelot. À partir de 1838, la navigation intérieure entre Nantes et Brest peut s'effectuer. L'inauguration par Napoléon III intervient en 1858, mais Montertelot attend toujours un quai convenable pour charger et décharger les marchandises. Comme toujours dans de pareils cas, il coule beaucoup d'eau sous le pont avant que le projet ne se concrétise. Le 12 septembre 1869, le conseil municipal de Montertelot est amené à donner son avis sur la construction d'un débarcadère. Le conseil est d'accord, mais par manque de moyens, estime que la commune ne peut pas prendre sa part du projet à sa charge. C'est la ville de Pleuhermel qui vient au secours de Montertelot en acceptant de prendre à sa charge l'excédent de dépenses. Un rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées, daté du 25 juin 1895, montre que le port de Montertelot est assez fréquenté à cette époque. Il concerne, précise-t-il, presque exclusivement le commerce du bois de chauffage et de teinture. Afin de ne pas trop encombrer les installations du port, il est exposé dans le même règlement que les bateaux et radeaux ne peuvent y stationner que le temps du chargement et du déchargement. La mise en service du canal en 1842 a certainement contribué à l'essor de la commune de Montertelot. La main-d'œuvre en a bénéficié en premier pour le creusement, mais encore pour le chargement, déchargement et transport des marchandises. De nouvelles professions apparaissent, marchands de bois par exemple, grumes, bois de chauffage ou destinés à la fabrication du tanin, poteaux de mine, tous ces matériaux sont acheminés par bateau. L'agriculture n'est pas en reste.
La chaux, connue depuis le XVIIIe siècle et utilisée seulement pour le bâtiment jusque-là, arrive par bateau et est désormais employée pour amender les sols acides qui en manquent considérablement. Céréales, pommes, épicés pins, tôles et bien sûr le sable de Loire ont transité par le port de Montertelot. Un rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées daté du mois de décembre 1886 nous apprend que la maison éclusière de Montertelot est la seule à ne pas être située en face de l'écluse. En raison de cette situation, les personnels n'ont pas une vue directe sur le canal et la navigation dont ils ont la charge. De plus, elle est fréquemment inondée pendant les crues. Il propose, plan et devis estimatifs à l'appui, que l'on construise une autre maison éclusière, celle que nous connaissons aujourd'hui. La construction a finalement coûté 4 937 francs et les travaux ont été finalisés au cours du premier semestre 1890. Mettre un bateau sur l'eau, grand ou petit, nécessite aussi l'accord préalable de l'administration des ponts et chaussées. Le 20 décembre 1933, M. Auguste Bonneau est autorisé à amarrer sur le canal un batelet plat à usage industriel et commercial lui appartenant. L'occupation lui est donnée pour 5 ans et le versement d'une redevance de 10 francs l'an est demandé, payable en une seule fois et par avance. À l'échéance, elle lui est reconduite à nouveau pour 5 ans et la redevance est passée à 20 francs, payable en une seule fois et toujours d'avance. En 1947, M. Pierre Michel obtient l'accord de l'administration pour mettre un bateau de plaisance sur le canal. Il s'agit en fait d'un bateau de pêche qu'il est autorisé à stationner, à charge pour lui de placer les pieux d'amarrage. Cette autorisation est valable également 5 ans, mais l'inflation étant passée par là, la redevance est passée à 120 francs par an et toujours payable d'avance en une seule fois. L'une des plus grandes plaies du canal, sinon la plus importante, est constituée par les crues. Elles ne sont pas dues spécifiquement à la canalisation de la rivière Loust. Elles existaient bien avant, c'est certain. La crue de janvier 2001 fut de loin la plus importante. Le niveau d'eau était supérieur d'au moins 28 cm à celle observée jusque-là. Lors de cette crue, l'eau est arrivée au bord des pierres, formant bordure aux haricots servant de rond-point dans le carrefour près de la mairie. Jusque-là, de mémoire de Montertelotais, l'eau n'avait jamais dépassé la limite nord du jardin attenant au bar tabac. On se souvient qu'en 1820, le directeur des ponts et chaussées Becquet souhaitait faire construire 10 000 km de canaux en France avant 1840. A-t-il atteint son but ? 47 ans plus tard, le 5 février 1867, on découvre un projet de voie navigable pour relier Loust à la mer à Saint-Malo. L'étude, qui porte sur 3 départements, Morbihan, Ille-et-Vilaine et Côte-d'Armor, commence à Montertelot pour aboutir à Évran, où le projet doit rejoindre le canal Ille-et-Rance et, par ce dernier, rejoindre la mer. Mais le projet n'a pas vu le jour. Qui sait ? Un jour, peut-être,